Nous sommes en août 1965 dans la ville de Winnipeg, au Canada. C'est l'histoire de Bruce et de Brian, Bruce et Brian Raymond, les enfants de Janet Raymond. Bruce est devenu Brenda avant l'âge de 2 ans. Et nous allons nous replonger un petit peu dans leur histoire pour voir comment la théorie du genre est née et les expériences sur lesquelles elle se base. Fin des années 50 ou début des années 60, l'idée principale ou l'une des grandes idées de la science était si on pouvait transformer un garçon en une fille. Pas seulement l'aspect, mais réellement de réécrire les gènes. L'idée de base était que l'identité des gènes dans le cerveau, ce qui nous change, ce qui nous influence, ce n'est pas génétique, mais cela vient de l'environnement et de l'influence que l'on a. En gros, on pourrait dire qu'on pensait que l'idée de la génétique et du fait que tout notre sexe ou notre genre était génétique, c'était une ancienne idée, un petit peu rétrograde. La psychologie était en plein essor à cette époque. Et donc, on pouvait voir comment l'environnement et tout ça pouvait influencer sur le cerveau et sur nos habitudes, sur nos comportements. Et de là est partie l'idée qu'en fin de compte, l'identité des gènes n'est pas dans le cerveau, mais c'est une construction sociale. Le genre est une construction sociale, une construction psychologique, et ça n'est pas inné, ça n'est pas quelque chose avec lequel on est génétiquement parlant. En gros, et pour simplifier un petit peu, on pourrait dire que si on prenait un enfant relativement jeune, et qu'on le mettait dans une chambre bleue, ça deviendrait un garçon, et si on le mettait dans une chambre rose, ça deviendrait une fille. L'idée de chambre bleue et chambre rose étant donc toute la construction sociale et psychologique qui appartenait à chacun des sexes. Ceci a été mise en avant par une expérience qui a été menée et qui a démarré, qui a pris son début dans les années 1965-1967. Repartons un petit peu en arrière. En août 1965, Janet Raymond, une Canadienne donc, a eu le rêve de sa vie s'est concrétisé, elle a eu des jumeaux. Elle voulait avoir des jumeaux, c'était une idée qu'elle avait depuis toute petite, elle aurait aimé avoir des jumeaux, et apparemment la science ou quelqu'un d'autre l'a entendu, ou le hasard tout simplement, et elle a eu des jumeaux, 2 garçons, qu'elle a appelés l'un Bruce et l'autre Brian. Après quelques temps, une fois qu'ils arrivaient à un certain âge, et Bruce et Brian ont eu des problèmes pour uriner. Ils ont eu un phimosis, des adhérences, et donc il a fallu les circoncire. Donc le 27 avril, Janet emmène ses enfants à l'hôpital pour les circoncisions et les a laissés pour la journée. C'est une petite opération qui n'est pas un gros problème. Et donc ils sont rentrés le soir chez eux. Le matin d'après, la famille a reçu un appel de l'hôpital. Il y avait eu un problème. En fin de compte, ils avaient essayé d'utiliser une méthode un petit peu nouvelle en utilisant un système électrique. Et l'appareil avait été réglé trop chaud. Et cela avait tout simplement détruit le pénis de Bruce. Le sexe avait été quasi totalement détruit. Et en fin de compte, il n'y avait rien à faire. C'était une erreur regrettable, soit, mais c'était une erreur. Daily, I was crying. Every time I changed his diaper, I'd cry. I was in shock for a while. I guess about a year, I was in shock. À cette époque, il y avait un jeune psychologue qui s'appelait John Money et qui travaillait beaucoup sur la problématique du genre, la problématique du changement de sexe. Il disait que on pouvait changer un garçon en une fille ou une fille en garçon parce que le principe
était que tout ceci, c'est une construction psychologique, ou psychologique et sociale, et que si on s'y prend relativement tôt, on peut influencer et faire travailler ou faire évoluer un enfant dans un sexe ou dans un autre. En gros, à la naissance, on est une page blanche, et sur ce point-là également, et on est donc rempli d'après les comportements qu'on attend de nous, d'après la façon dont on est traité, d'après les jouets qu'on nous achète, d'après la société dans laquelle on évolue. Et de cette façon, on est donc imprégné dans une direction ou dans une autre. It's still a pretty drastic procedure, isn't it? Well, it's a drastic procedure by your standards and mine, but for the people who are living in desperation, perhaps the best way to understand it is that it seems no more drastic to them than circumcision. Et Janet et son mari regardaient ce programme à la télévision et ils se sont dit que on pourrait peut-être changer Bruce en une fille, puisque de toute façon son pénis avait été totalement brûlé, n'existait pas, ou n'existait plus plutôt. Et donc, plutôt que d'avoir un petit garçon auquel il manque un organe essentiel, peut-être qu'on pourrait le transformer en fille. Elle est donc partie à l'université pour apprendre à changer son fils en fille. Avant de continuer, il serait bon de faire une parenthèse autour de ce que l'on appelle l'intersexe en langage médical. Intersexe, c'est ce que l'on appelait auparavant les hermaphrodites. Pour faire rapidement, parce qu'on ne va pas aller en profondeur dans la biologie, ça vient d'un déséquilibre hormonal pendant que l'embryon ou pendant que le bébé se développe dans le ventre de la mère. Tous les embryons commencent comme femelles et après 6 semaines, les gènes qui sont situés sur le chromosome Y développent le sexe masculin à l'aide de testostérone. Et des fois, pour une raison ou pour une autre, cela peut aller mal, pour des raisons différentes. Et dans ce cas-là, les organes génitaux peuvent développer un peu des deux, plus l'un que de l'autre, ou plus de l'autre que de l'un. Ce qui fait qu'on risque d'obtenir des enfants qui ont apparemment les organes sexuels des deux sexes. Monnier étudiait donc aussi ce phénomène dans les années 50 et était donc parti du principe, tout comme, en fin de compte, les médecins assignaient un sexe et assignent toujours un sexe à la naissance des enfants intersexes. D'après Monnier, on pouvait faire cela également psychologiquement parlant, en élevant les enfants intersexes plus dans une direction, comme un garçon ou comme une fille, dépendamment de la façon dont on allait l'élever, il deviendrait garçon ou fille. Et donc de cette théorie, on a développé la théorie qui ressort encore aujourd'hui. On est neutre et toute opération, qu'elle soit psychologique ou biologique, doit être donc effectuée avant l'âge de 2 ans. D'après Monnier, donc si on prend un enfant intersexe, et que l'on assigne un des sexes à l'enfant et qu'on a un soutien psychologique à cet enfant dans la direction du sexe qu'on lui a assigné, eh ben les choses se passent bien, surtout si ça se passe donc avant l'âge de 2 ans. Des milliers d'enfants ont donc été traités de cette façon, où on a utilisé la castration pour certains qui avaient un pénis trop petit, ou d'autres opérations, d'autres façons de modeler le sexe de l'enfant pour assigner l'un ou l'autre. C'est d'ailleurs toujours la technique qui est utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà, lorsque l'on voit un enfant intersexe, on va lui assigner un sexe ou un genre. Après, on va passer à la méthode chirurgicale. Et puis ensuite, au travers d'un soutien médical et psychologique, on va suivre l'enfant et puis donner les hormones qui correspondent à la puberté. D'après ce principe, et d'après le principe de beaucoup de médecins, il vaut mieux pour un enfant qui a un tout petit pénis, par exemple, un pénis atrophié, mieux vaut lui assigner le genre d'être une fille, et on le développe et on utilise la chirurgie. On lui donne le soutien médical et psychologique et les hormones qui correspondent au sexe de fille, et comme ça, elle pourra vivre en tant que fille. Parce que s'il doit vivre en tant que garçon avec un pénis atrophié, il aura plus de problèmes psychologiques, il aura plus de difficultés à évoluer, il sera plus bloqué, etc., etc. Donc en partant de ce principe,
on a pris le principe de l'assignation de sexe. Money s'est contenté, en fin de compte, si on dit ça comme ça, de transposer ce principe à la psychologie en disant, bah ok, donc on est bel et bien né psychologiquement neutre, et tant qu'on assigne un sexe avant l'âge de 2 ans, peu importe le sexe de naissance, on peut donc faire évoluer l'enfant dans la direction nécessaire. Donc cette méthode qui était utilisée à l'époque seulement pour les intersexes, donc jusqu'aux années 60, à partir des années 60, s'est développée en théorie, et puis on est parti donc du principe que l'enfant n'est pas né avec la conception d'être mâle ou femelle, tout garçon peut devenir fille, même s'il est né mâle, ou tout garçon peut devenir mâle, même s'il est né fille. Et c'est comme ça, en fin de compte, que la théorie de Money a vraiment pris son envol et démarré. Nous sommes donc maintenant en 1967 et la mère de Bruce et le père de Bruce d'ailleurs font contact avec Money en lui expliquant tout simplement ce qui est arrivé à leur fils et qu'il est extrêmement difficile donc pour Bruce de vivre sans pénis. Et au début juillet, John Money leur dit que bon, bah voilà, en fin de compte, c'est pas du tout un problème. Bien au contraire, Bruce va pouvoir devenir une fille. Il a moins de 2 ans, il a 22 mois. Donc on va le castrer chirurgicalement. On va lui donner un sexe de fille et on va lui donner un autre nom. Bruce devient Brenda. Et il va être traité en tant que fille, il va être élevé comme fille, il va être encouragé à agir en tant que fille. Il recevra le soutien psychologique nécessaire, ses parents aussi, ainsi que différentes aides de façon à bien pouvoir entamer, que Brenda puisse entamer donc sa nouvelle vie. Et il aura, à la puberté, il aura donc les hormones nécessaires pour pouvoir se développer comme une petite fille et pour devenir une femme. John Money était très gentil, d'après ce que nous disait la mère de Bruce, et tout avait l'air de devoir bien se passer, il ne devait y avoir absolument aucun problème, les choses étaient bien mises en principe, étaient bien mises en système. Donc, si ça marchait, Brenda n'aurait pas seulement obtenu le corps d'une femme, mais aussi l'esprit d'une femme, et Money était tout à fait persuadé que c'est comme ça que ça allait se produire, puisque l'enfant avait moins de 2 ans, le cerveau était toujours malléable, l'opération allait être de toute façon efficace, donc logiquement, tout devait bien se passer. À cette même période, il y avait une autre personne qui faisait des études dans ce qui était de la sexualisation, et c'était Milton Garland, un biologiste. D'après lui, les hommes sont des animaux, on est des animaux comme les autres, et pour tous les animaux, le sexe, que ce soit mâle ou femelle, c'est quelque chose de génétique, c'est à la base de leur gène et c'est à la base de leur personnalité. Et comme c'est à la base de la sexualité et que c'est à la base de tous les animaux, et que ce sont les gènes qui sont à la base de ça, et l'être humain étant un animal, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent chez les hommes que chez les autres animaux. Donc lui, il a fait un autre type d'essai sur les animaux. Il a injecté du testostérone dans le corps des animaux de laboratoire. C'est-à-dire qu'il y avait des animaux, enfin des rats qu'il utilisait. Lorsque les femelles rats étaient enceintes et avaient ces embryons, il donnait plusieurs injections de testostérone. Le résultat a été que lorsque les bébés rats sont nés, les organes génitaux femelles étaient presque mâles. Donc il y avait une différence physiologique du fait de la testostérone qui avait été injectée dans le corps des mères rats. Est-ce que cela avait une influence sur l'esprit? Parce qu'une des choses, c'est que ça avait de toute évidence une influence sur le sexe, biologiquement parlant, mais est-ce que cela avait également une influence sur l'esprit, sur la façon d'être? Et oui, apparemment, la testostérone avait programmé le cerveau des femelles rats qui venaient de naître, car elles présentaient les différents comportements qui correspondaient aux mâles rats, même si elles étaient femelles
à la base en ayant donc une hypertrophie des organes mâles. Donc quand lui, il a sorti cette étude qui donc contredisait l'étude de Money, en fin de compte, personne n'a vraiment écouté et personne n'a eu beaucoup d'intérêt à ça parce qu'on était surtout basé à l'époque, dans les années, non, on était en 1967, sur le côté de la sociologie, de la psychologie et tout ce qui était biologie, tout ce qui était sciences dures et chromosomes, machin, etc. En fin de compte, ça n'intéressait personne. On était plus intéressé à ce qui pouvait être obtenu de façon psychologique et de façon influence pour s'intéresser aux essais et à l'étude qui avait été faite par Milton Garland. Pendant ce temps, Brenda se développe en tant que petite fille. Elle est suivie donc par John Money constamment. Ils ont rendez-vous régulièrement à l'université où Money a son bureau et il y a un suivi psychologique très strict. Et en 1972, Money avait jugé donc avoir suffisamment de preuves et de matériel pour annoncer son travail à la communauté scientifique et ce qu'il avait fait. Comment il avait changé le sexe d'un petit garçon qui était devenu une petite fille à part entière, qui se comportait comme une petite fille, qui pensait comme une petite fille, et donc qu'on pouvait forcer la génétique en quelque sorte, on pouvait transformer la génétique en transformant tout simplement John Doe en Jane Doe. Alors John Doe et Jane Doe sont donc des noms anonymes parce que personne de la communauté, enfin le nom n'avait pas été donné officiellement, donc personne ne savait de qui il s'agissait. Il y avait le droit à l'anonymité quand même. Donc cela confirmait ce que Money avait dit depuis le départ, c'est-à-dire qu'on est une page blanche, étant né, on est neutre. Et si on s'y prend relativement tôt, eh ben, on peut, en fin de compte, choisir son sexe. Cela a donc fait que les médecins qui, à cette époque, avaient quelques doutes par rapport à l'assignation d'un sexe à la naissance ou d'un genre à la naissance, tout d'un coup n'avaient plus de doute parce que maintenant, c'était maintenant prouvé, on pouvait changer le sexe, on pouvait changer le genre de la personne. En même temps, à cette période, il y avait un autre biologue qui s'appelle Roger Gorski, qui étudiait lui aussi justement le cerveau des rats mâles et des rats femelles, pour voir si il y avait des différences physiologiques entre le cerveau d'un rat mâle et un cerveau de rat femelle. Si il n'y a pas de différence physiologique, cela pouvait conforter la théorie actuelle étant que en utilisant la psychologie, en ayant une influence sur le cerveau dès un très jeune âge, on pouvait orienter les choses. S'il y avait des différences, cela voulait bel et bien dire que la différence était biologique, et dans ce cas-là, on ne peut pas tout simplement inverser les choses. Donc pour ce faire, alors, bien entendu, oui, en faisant des piqûres de testostérone à des rats femelles, on pouvait copier un comportement, mais cela ne voulait pas dire que le rat femelle était transformé en rat mâle. Ou est-ce que cela voulait dire qu'on pouvait transformer un rat mâle en rat femelle, justement avec ces injections de testostérone? Donc pour ce faire, il fallait voir s'il y avait, oui ou non, une différence entre un cerveau mâle et un cerveau femelle. Donc il a pris beaucoup de cerveaux de rats, et puis donc on fait un système où on coupe le cerveau en tranches extrêmement fines que l'on passe sous le microscope. Et puis, avec le cerveau d'un rat femelle d'un côté et d'un rat mâle de l'autre côté, tranche par tranche, on voit s'il y a des différences. Et après plusieurs cas, on a vu qu'il y avait une différence dans l'hypothalamus qui est beaucoup plus gros chez le mâle que chez la femelle. Il a tenté la même expérience en faisant des injections de testostérone pendant que la rat femelle était en gestation. Et est-ce que cela changeait le cerveau? Oui, exactement. Ça change le cerveau des enfants ou des rats qui sont nés. Ils vont aussi également avoir une différence dans l'hypothalamus. Donc ça peut être influencé par le testostérone. Enfin, s'il y a
une augmentation de testostérone pour une raison ou pour une autre lors de la gestation, et ben ça peut changer le cerveau de l'enfant ou de l'embryon. Donc, de toute évidence, on va être né avec un cerveau mâle ou un cerveau femelle, peu importe la façon dont ça a été influencé, si c'est arrivé de façon totalement biologiquement correcte ou si c'est arrivé par erreur ou par des prises de testostérone ou par n'importe quoi d'autre, mais on est né, il y a des différences entre le mâle et la femelle dans le cerveau à partir du moment où on est, donc on n'est pas né neutre d'après Gorski. Donc on avait ces deux différentes théories, mais là, encore une fois, les travaux de Gorski sont passés quasi inaperçus parce que ça n'intéressait personne de savoir qu'il y avait une différence entre les deux cerveaux et cela empêchait, dira-t-on, la communauté scientifique de continuer à aller dans la direction dans laquelle ils étaient allés. Mais en tout cas, pour une raison ou pour une autre, ces travaux aussi sont passés plus ou moins inaperçus. Le temps passe et Brenda va maintenant à l'école et Moni écrit maintenant un livre sur le cas, sur ce qui s'est produit là, sur lequel se base toute cette théorie. Maintenant, une des choses qui peut interpeller et qui bizarrement a interpellé très peu de personnes, c'est que Moni a basé toute une théorie qui est donc reprise et maintenant utilisée à outrance un petit peu dans tous les domaines, sur une personne, sur une expérience qui a été faite sur une personne. Ce qui, du point de vue scientifique, n'est pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Moni a écrit un livre qui a un très grand succès et qui chamboule un petit peu donc tout ce principe, qui chamboule, dira-t-on, qui renforce un petit peu plutôt l'idée dans laquelle beaucoup de chercheurs désiraient aller. Brenda n'est plus suivie par Moni lui-même, elle est maintenant suivie par un psychiatre des environs qui est plus proche d'eux. Et d'après ce que écrit Moni, tout se passe bien et Brenda est devenue une petite fille tout à fait adaptée à son rôle de petite fille, etc. Mais en fin de compte, c'est pas tout à fait vrai. La vie de Brenda n'est pas du tout aussi facile que ce que Moni écrit. Elle est connue pour être rebelle, elle se rebelle constamment, elle a beaucoup de problèmes, elle a du mal à s'adapter, elle n'est pas acceptée par les autres filles, elle n'est pas non plus acceptée par les garçons parce que c'est une fille et puis on ne joue pas avec les filles. Et en fin de compte, Brenda ne va pas bien. I could see that Brenda wasn't happy as a girl, no matter what I tried to do for her. No matter how I tried to instruct her, she was very rebellious. She was very masculine, and I could not persuade her to do anything feminine. Brenda had almost no friends growing up. Everybody ridiculed her. Called her cave woman. She was a very lonely girl. Elle va tellement mal en fin de compte que le psychiatre, ou la psychiatre, parce que c'était une femme, de Brenda, finit par écrire plusieurs lettres à Moni en lui disant justement qu'il y avait quand même certaines choses qui apparemment ne correspondaient pas, il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Il y avait quelques détails qui d'ailleurs peuvent paraître même comiques. Dès un âge relativement jeune, Brenda par exemple faisait pipi debout. Même en se croyant fille et même en étant persuadée qu'elle était une fille, eh ben, elle faisait pipi debout et c'est pour ça que tout le monde trouvait que c'était un peu bizarre, quoi. Bref, elle n'était pas bien dans sa peau, elle se sentait mal, les choses n'allaient pas bien. Et la psychiatre de Brenda a contacté Moni pour lui dire que les choses n'allaient en fin de compte pas aussi bien qu'il le disait et qu'est-ce qu'il faut faire, parce que là, apparemment, vraiment, elle a de très gros problèmes d'adaptation. Moni n'a pas vraiment répondu et Moni n'a jamais publié ses doutes, n'a jamais publié les problèmes dont la psychiatre lui parlait.
n'a jamais parlé de ses problèmes, justement, du fait où elle était relativement rebelle, elle avait certaines difficultés. Et après un certain âge, une fois passé l'âge de 13 ans, Brenda n'a plus donné vraiment signe de vie, tout s'est renfermé, la famille s'est refermée sur elle. Ils ont arrêté d'être suivis par des psychiatres, par Money, par tout ça. Ils se sont retirés un petit peu dans l'anonymat, pourrait-on dire, scientifique. Et pendant ce temps-là, donc, même depuis cette période, toute la communauté scientifique croyait au succès de l'opération. Pour eux, c'était un parfait succès, tout s'était bien passé. Et plus personne n'en a parlé jusqu'en 1995. En 1995, un journaliste qui travaillait sur ce cas a retrouvé Brenda. En fin de compte, il vivait toujours à Winnipeg, au Canada. Et oui, parce que Brenda était devenue David. I was so pitifully lonely. And I tried to put makeup on, but I looked like Bozo the Clown. You ever can imagine a guy trying to put makeup on himself? After a while of trying, I just gave up. I said, well, what's the sense of trying? No matter how much I put out an effort, it's never going to work. There's no way of knowing whether you're a boy or girl, because nobody tells you. You don't wake up one morning and say, "Oh, I'm a boy today." You know, it's in you. You know, it's in your genetics. It's in your brain. Nobody has to tell you who you are. À partir de l'âge de 13-14 ans, les choses sont devenues tellement compliquées pour Brenda que ses parents ont fini par lui expliquer ce qui s'était passé et qu'en fin de compte, il était un garçon parce qu'il n'était pas accepté en tant que fille. Il était appelé fille homosexuelle, il était insulté, etc. Il n'était accepté de personne et il ne se sentait à sa place nulle part. Sa puberté a été extrêmement difficile. Les psys ne pouvaient pas vraiment le soutenir. D'après Money, tout se passait parfaitement bien, donc lui, il a arrêté également. Bref, les choses se passaient très très mal pour Brenda. Par la suite, donc, David s'est marié. Il s'est fait reconstruire le pénis. Et donc, il vit à Winnipeg, enfin, il vivait à Winnipeg avec sa femme et ses enfants. Et pendant ce temps-là, les gens, les scientifiques croient que la situation est tout à fait différente, que Brenda existe toujours, que tout ça s'était bien passé. By me not saying anything, the medical community was under the impression that my case was a success story. And I was shocked when I heard that people thought that my case was a success story. Et c'est au moment où la nouvelle est sortie que tout d'un coup on a commencé à poser des questions au travail de Money. Parce que Money savait que les choses se passaient mal. Money savait parfaitement que Brenda vivait mal cette transition. Et il n'a rien inclus de tout ça dans les résultats de ses études ou dans son livre ou dans quoi que ce soit. Alors, par contre, en 1998, il a donné 10 raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, bien entendu. Alors, il y avait, c'était quand même trop tard, enfin bref, il y avait 10 raisons plus ou moins solides pour lesquelles ça n'avait pas marché. Mais ce qui a été un petit peu problématique, ça a été que la communauté scientifique s'était quand même basée pas mal là-dessus pour certaines choses, entre autres sur le problème de la chirurgie des intersexes. Donc maintenant ça a remis un petit peu tout en question. Pas pour tout le monde, pour certains chirurgiens, eux, ils continuent à faire le travail qu'ils ont toujours fait par rapport aux intersexes, ils assignent un sexe et puis ils y vont de la chirurgie. Mais on ne sait pas vraiment les résultats que ça a donné non plus avec eux, parce qu'il n'y a pas de suivi par rapport aux intersexes. Il est difficile de les contacter par la suite, de les retrouver, de savoir comment ça s'est passé et ce qui aurait pu être différent. Donc en gros, il reste une zone de flou
relativement grosse dans ce cas. Et une chose est certaine, c'est que apparemment la théorie de la neutralité, elle n'est pas tout à fait exacte, et il y a beaucoup d'arguments pour dire que la théorie de la neutralité, non, elle est totalement fausse. Et il y a beaucoup d'arguments qui pourraient laisser penser et argumenter que la théorie de la neutralité est fausse. De toute façon, elle est basée sur une personne et cette personne, ça n'a pas marché. L'histoire se termine mal car Brian, à l'âge de 36 ans, est mort d'une overdose d'antidépresseurs. Il était dépressif. Alors, pourquoi est-ce qu'il était dans cet état, lui, du fait où il n'a pas subi d'opération? Est-ce qu'il y a une tendance à la dépression dans la famille, ou est-ce que le changement de Bruce en Brenda a influencé Brian d'une façon ou d'une autre? Personne ne le saura. En tout cas, donc, il est mort le 1er juillet 2002. Et pour ce qui est de Bruce, Brenda, maintenant, enfin plus tard David, en plus des problèmes que Bruce avait avec ses parents, parce que leur relation était quand même relativement compliquée, du fait où il s'est senti quand même exploité, ayant été transformé en fille sans le savoir et sans avoir eu d'influence là-dessus. Il a ensuite eu de très gros problèmes psychologiques suite à l'overdose de son frère et la mort de son frère. Donc ça, c'était en juillet 2002. Et donc, il a suivi une période de dépression, de chômage. Et le 2 mai 2004, sa femme, Jane, lui a donc dit qu'elle voulait la séparation. Et donc le matin du 4 mai 2004, David a conduit jusqu'au parking d'une épicerie qu'il y avait là, à Winnipeg, et il s'est tiré une balle dans la tête. Il avait 38 ans. Money a été bien entendu informé de tous de ces deux cas, et il n'a jamais fait aucun commentaire, quoi qu'il en soit, sur l'état psychologique, sur ce qui aurait pu se passer, absolument aucun commentaire sur ces cas. Voilà, alors maintenant c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire de l'histoire de David Raymond, alias Bruce Raymond, alias Brenda Raymond, ce que l'on peut en tirer, ce que cela peut dire de la théorie du genre, de l'influence que cela peut avoir sur la psyché, et à vous de faire vos propres choix. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. I'd never go back to that. It didn't work because that's life. Because you're human. You're not stupid. And eventually, you wind up being who you are.